Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Terry Talk Show, le podcast des agences de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui alimente régulièrement les discussions dans les collectivités locales, l'annualisation du temps de travail. Pour y voir plus clair, je suis accompagnée de nos trois invités experts, Nicolas, délégué fédéral de la région Midi-Pyrénées. Bonjour Marion. Bonjour Nicolas. Grégory, secrétaire général du mouvement départemental du Gers. Bonjour Marion. Et Mathieu, délégué fédéral Poitou-Charentes-Limousin. Salut Marion, bonjour à tous. Messieurs, merci d'être avec nous. C'est parti. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'annualisation ? L'annualisation du temps de travail, c'est un schéma d'organisation du temps de travail de l'agent public qui diffère des schémas traditionnels que l'on connaît, un travail sur 5 jours régulier qui se répète chaque semaine. C'est une modalité d'organisation du temps de travail qui va venir coller les horaires de l'agent public aux missions qu'il doit exercer. Et donc, ça peut être fluctuant selon soit la saisonnalité, soit les périodes soit calqué sur une année scolaire, selon les moments où le fonctionnaire doit être au travail. Peut-être vous pouvez nous donner des exemples ? Alors oui, alors déjà, Nico vient de le dire, mais c'est un cycle de travail à part entière, l'annualisation. Parce que les cycles de travail dans la fonction publique et dans le monde du travail en général, ils doivent être organisés. Alors soit sur une semaine, pour les horaires classiques, 5 jours, ensuite, soit sur des cycles plus longs, 4 semaines, 8 semaines. Et l'annualisation du temps de travail, en fin de compte, c'est l'organisation du travail sur l'année complète. C'est un cycle, un seul cycle, mais d'un an. Le premier exemple auquel on pense instinctivement, c'est les collègues qui travaillent en milieu scolaire, puisque pendant les périodes scolaires, il y a énormément de travail à fournir, il y a des enfants à accueillir, prenons les ATSEM par exemple, et puis pendant les périodes de vacances scolaires, dans une école, une fois que l'établissement est nettoyé, il n'y a plus tellement de raisons d'y être. Donc là, sur l'année, le travail est organisé de sorte que les collègues soient évidemment nombreux et nombreuses sur des périodes assez intenses puisque l'établissement scolaire est occupé. Et puis, par exemple, les 2 mois de vacances scolaires d'été, il y a plus personne dans l'établissement. Toutefois, il faut bien réfléchir au fait que dans la fonction publique, dans l'absolu, on y viendra peut-être un peu plus loin, il faut faire 1607 heures. Donc, les problématiques concernant l'annualisation du temps de travail surviennent souvent lorsque la notion de 1607 heures vient percuter l'annualisation. C'est souvent là, dans cette articulation-là, qu'il y a des problèmes auxquels on peut apporter des solutions. Vu que tu parles des 1607 heures, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que c'est ces fameuses 1607 heures ? Les 1607 heures, c'est la durée annuelle du temps de travail que chaque agent public doit respecter. Alors, c'est bien souvent perçu comme étant un plancher. Or, c'est un plafond. C'est-à-dire, on peut certes aller au-delà des 1607 heures, mais quand on le fait, ça s'appelle des heures supplémentaires, tout simplement. Donc, par rapport à ce que disait Mathieu, l'agent dont le cycle est annualisé a, en termes de temps de travail, les mêmes obligations que celui dont le cycle de travail n'est pas annualisé, c'est-à-dire qu'au bout de l'année, il doit avoir effectué 1607 heures de travail. On pourrait ajouter aussi quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Tu viens d'annoncer que les 1607 heures d'annualisation, c'était un plafond. Et donc, ce qui veut dire que les personnes annualisées, quand elles commencent l'année, pour les janvier, sauf pour les ATSEM, tout ça, parfois ils prennent une période qui va du mois de septembre qui commence en septembre. Mais par contre, c'est un plafond. Donc, en début d'année, on ne doit pas avoir à récupérer les heures qui n'auraient pas été effectuées. Parce il arrive qu'il y a des collectivités qui commencent l'année avec un agent qui n'a pas pu arriver à son quota de 1607 heures l'année précédente, mais auquel on rajoute ces heures, entre guillemets, dues. Et comme l'a précisé Nicolas, comme c'est un plancher, on ne peut pas partir en début d'année avec un débit. Voilà. Parce que le fait que une collectivité n'ait pas réglementairement le droit de le faire ne signifie pas qu'aucune collectivité ne le fait. Et c'est là, tout là notamment, que doit rentrer en ligne de compte l'organisation syndicale pour défendre les droits de nos collègues. Ce qu'il faut peut-être dire sur l'annualisation quand même, c'est que à la base, ça suppose de la prévisibilité. Et souvent, c'est utilisé de manière un petit peu détournée, j'ai envie de dire à l'inverse, c'est-à-dire que ça vient pallier de l'imprévisibilité. On organise le cycle de travail
sur une année, donc on annualise le temps de travail d'un service, mettons, puisqu'on est capable de prédire sur l'année les pics d'activité et les périodes moins tendues. Si on organise à l'année, on resserre les effectifs, on élargit les horaires, voilà, on peut faire 3 mois avec des semaines à 30 heures et 3 mois qui suivent, puisque l'activité sera plus importante, avec des semaines à 40. Ça, c'est parce qu'on est capable de prédire l'activité du service. Et souvent, l'annualisation du temps de travail est mise en place justement pour pallier à l'imprévisibilité. Mais l'imprévisibilité, ce qui doit y pallier, c'est pas l'annualisation, c'est les heures supplémentaires. Et là, on n'est plus du tout dans le même registre. Donc là-dessus, faut être assez vigilant. Il y a vraiment des services qui sont destinés à être annualisés. Et en soi, l'annualisation, c'est franchement pas une mauvaise chose, dès lors que c'est bien fait. On l'a dit, dans le milieu scolaire, les collègues des espaces verts, régulièrement, évidemment, leur métier est lié à la saisonnalité. Donc, l'activité n'est pas la même, je suppose, je suis pas un spécialiste des espaces verts, hein, mais en l'hiver qu'au printemps, voilà. Donc là, il peut y avoir une organisation du temps de travail qui diffère d'une saison à l'autre, mais on peut pas dire on va mettre l'annualisation en place pour pallier soit à des manques d'effectifs, soit à de l'imprévu. Ça, c'est pas possible. Ça crée toujours des problèmes. Est-ce que l'annualisation, ça impacte la rémunération? Alors non, justement, l'annualisation, justement, a été programmée au départ pour justement pouvoir lisser les périodes, les temps faibles et les temps avec des pics de travail, ce qui permet justement de pouvoir lisser sur l'année le traitement des agents, les salaires et les traitements des agents. Initialement, l'annualisation, elle est prévue aussi pour ça. Ce n'est pas qu'une contrainte pour les agents, ça peut, dans certains cas, si c'est bien utilisé, permettre justement un lissage des salaires tout au long de l'année. Pour donner un exemple par rapport à ce que dit Greg et ce que disait Mathieu au début de son propos sur les ATSEM notamment, si on ne venait pas, via l'annualisation, lisser les rémunérations des agents concernés, prenons la période d'été durant lesquelles les écoles, par exemple, sont fermées et donc période durant lesquelles les agents ne travaillent pas, on se retrouvera avec des collègues qui ne sont pas rémunérés puisqu'il n'y a pas de travail fourni, et au contraire, on se retrouverait avec certains mois de l'année avec des pics importants, avec des rémunérations pour ces collègues-là. Donc, l'idée de l'annualisation, Mathieu parlait de la prévisibilité, c'est le cas dans l'organisation du temps de travail, mais pour le coup aussi, côté rémunération, pour garantir aux collègues une rémunération lisse sur l'année, et donc pouvoir leur permettre de vivre dignement pour le coût de leur travail. Ça, je dirais que c'est le bon côté de l'annualisation, mais ça engendre aussi des mauvais côtés. C'est-à-dire que, par exemple, l'annualisation, ça invisibilise aussi les heures supplémentaires. Tout à l'heure, tu parlais d'heures supplémentaires, Mathieu. On voit notamment, alors surtout, dans les EHPAD, par exemple, on va demander à des agents de revenir pour faire de l'autoremplacement, comme ça se pratique régulièrement. Bon, mais au lieu que ce soit calculé en heures supplémentaires, finalement, on le lisse sur l'année en changeant les plannings qui doivent être normalement prévus annuellement, etc., qui ne doivent pas bouger, hein, parce qu'autrement, on empiète un peu sur la vie familiale et privée des agents. Mais du coup, on leur demande de revenir. Au lieu de faire des heures supplémentaires, c'est simplement des modifications de planning. Du coup, l'annualisation, c'est quand même une contrainte de ce côté-là. Autre contrainte de l'annualisation, puisqu'on a parlé des bienfaits de l'annualisation, et comme j'ai dit, il y a des mauvais côtés, c'est sur le temps de travail. Par exemple, là, on calcule le temps de travail avec les 1607 heures, et pour faire ce calcul, pour arriver aux 1607 heures, on sait tous qu'il y a un forfait de 8 jours fériés qui nous amène à ces 1607 heures en plus des congés et des week-ends, etc. Or, pour les agents annualisés, la plupart du temps, on se tient à ce forfait de 8 jours. Alors que pour les agents non annualisés, c'est du réel. C'est-à-dire, par exemple, je travaille du lundi au vendredi, en règle générale, pas tout le monde, mais en règle générale. Donc, on a constaté, on a calculé qu'il existe qu'on arrive à avoir plus de 8 jours fériés réels dans l'année en règle générale. Ça arrive rarement qu'on ait à 8 jours ou moins. Donc, en règle générale, les jours fériés qui tombent du lundi au vendredi, il y en a entre 10 et 11. Ce qui veut dire que les agents annualisés qui sont au réel, eux, perdent, en comparaison aux autres collègues, 2-3 jours par an. Et ça, c'est une revendication de Force ouvrière de mettre les agents annualisés au réel comme les collègues, puisque sinon ça engendre une inéquité, une inéquité entre les agents. Et parfois même, donc déjà entre les agents
tout court, mais même dans la même collectivité. Dans la même collectivité, il y a des services qui sont annualisés, finalement, travaillent plus que les agents qui ne le sont pas. En cas d'arrêt maladie, comment ça se passe, l'annualisation? Puisque l'agent, il a un temps de travail individualisé. L'annualisation, c'est ça. L'agent, c'est à l'année comment il va travailler. Quand il est arrêté, qu'est-ce qu'on fait du temps de travail qu'il n'a pas effectué? C'est ça la question. Normalement, quand on est en arrêt, notre temps de travail est réputé effectué. Donc, pas d'impact. On s'aperçoit quand même que, comme on est sur, généralement, par exemple, sur une période de forte activité, sur des horaires qui peuvent être très larges sur une journée, mettons 10 heures, parce que le service le nécessite, hein. On ne remet pas en cause ça. L'agent, il est arrêté, mais il est à 35 heures. Sa durée légale de temps de travail, c'est 35 heures. D'accord? Donc, c'est 7 heures par jour. Il est arrêté, on lui compte 7 heures, mais sa journée de travail programmée dans le cadre de l'annualisation, c'était 10 heures. Donc, il va devoir rendre 3 heures. À l'inverse, si l'agent, sa journée de travail programmée dans le cadre de l'annualisation était inférieure à 7 heures, logiquement, on devrait lui dire, t'es arrêté, tu devais faire 5 heures, mais tu as fait 7 heures, puisque ton temps légal de travail, c'est 35 heures, c'est donc 7 heures par jour. Mais si une délibération prévoit cette situation, la collectivité peut dire, non, tu nous dois 2 heures. Dans les deux cas, la collectivité peut prendre des délibérations qui viennent, malheureusement, un petit peu flouer le collègue lors de ses arrêts maladie. Et ça peut se négocier qu'au niveau local, à travers une délibération. Il n'y aurait pas moyen d'essayer de penser qu'il y a une revendication plus générale? C'est un des enjeux majeurs, en tout cas pour Force ouvrière, de réussir à encadrer par la réglementation beaucoup plus l'annualisation que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bien souvent, les règles qui régissent le mode de fonctionnement dans la fonction publique territoriale, on a soit une base réglementaire très précise qui va laisser assez peu de place à l'interprétation au sein des collectivités ou des établissements, ou alors on a une base jurisprudentielle, vis-à-vis de tribunaux administratifs, de cours d'appel qui vont venir, dès lors que la jurisprudence est constante, encadrer quand même un petit peu nos pratiques. Ce n'est le cas, quand on parle de l'annualisation, ce n'est ni le cas d'une base réglementaire qui viendrait protéger les collègues, et nous n'avons pas non plus, de l'autre côté, de base jurisprudentielle dite constante. Et donc, par rapport à ce que disait Mathieu, et pour revenir à ta question, Marion, un des enjeux, selon Force ouvrière, majeurs pour l'annualisation, et surtout pour les collègues qui y sont soumis, c'est de pouvoir réussir à avoir une base réglementaire, et donc une réglementation nationale qui s'impose à tous, à une base nationale plancher, j'ai envie de dire, qui sera ensuite améliorable par les collectivités, plutôt que d'avoir le système que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une base réglementaire assez fragile, qui laisse beaucoup d'interprétations aux collectivités et qui n'est pas forcément utilisée dans l'intérêt des agents et pas non plus toujours nécessairement dans celui du service public. Donc c'est vrai que plutôt que d'essayer de venir répondre au cas par cas, collectivité après collectivité, à la problématique de l'annualisation, pour nous, un des objectifs, encore une fois, c'est de réussir à obtenir une réglementation nationale protectrice pour les agents qui y sont soumis, mais également compatible avec le bon fonctionnement du service public. Ce qui permettrait de garantir un meilleur équilibre de vie professionnelle. Oui, dès lors, de toute façon, que l'annualisation est considérée comme un élément d'ajustement du temps de travail au gré des absences, des maladies, on met en péril l'étanchéité, ou en tout cas l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est souvent le cas dans les EHPAD, il l'a dit. Voilà, il y a des arrêts, on rappelle les agents sur leur congé, et on se sert de l'annualisation pour dire, ah ben voilà, là on te rajoute des heures, on t'enlève des heures. Mais un EHPAD, de notre point de vue, n'a pas vocation à mettre en place un temps de travail annualisé. L'activité, elle est constante. Donc l'annualisation, typiquement dans les EHPAD, elle est mise en place pour pallier au manque de moyens humains sur la prise en charge de la dépendance, mais ça c'est un sujet national, et sur le manque de moyens financiers et d'investissement. Ça c'est un détournement de l'esprit de l'annualisation. Et peut-être pour revenir sur compliquer ce que dit Mathieu, et notamment la situation particulière des EHPAD, ce qui est important de rappeler, c'est que quand on met en place pour un collectif de travail une annualisation, on le fait sur la totalité du temps de travail
de l'agent concerné. Et il arrive, on a quelques exemples d'établissements dans les EHPAD qui ne mettent en place l'annualisation que sur une partie des 1607 heures que doit l'agent dans l'année. Je m'explique. L'organisation du temps de travail d'un agent dont le cycle est annualisé se découpe en 3 parties. Une partie durant laquelle l'agent doit travailler, une partie durant laquelle il est en repos compensateur et une partie durant laquelle il est en congé annuel. C'est organisé en 3 parties. Nous avons là notamment le cas de plusieurs EHPAD qui, pour pallier non pas à des difficultés dues à une activité qui serait irrégulière, comme disait Mathieu, mais tout simplement à des raisons d'effectifs ou de moyens, n'annualisent qu'une partie du temps de travail de ces agents. Alors, un exemple, plutôt que d'annualiser 1607 heures, l'établissement va venir annualiser 1500 heures, donc conservant un petit volant de 107 heures, durant lesquelles il va rappeler l'agent durant, je reviens à mes 3 schémas, soit son temps de congé annuel, soit son temps de repos compensateur, pour venir pallier à des absences, des arrêts d'autres collègues. Ça, c'est totalement illégal, puisque quand on annualise sur la totalité de l'année. Et Mathieu parlait de l'articulation vie pro, vie perso. C'est terrible, puisque pour l'agent concerné, y compris durant soit son temps de congé annuel, soit son temps de repos compensateur, il est susceptible d'être appelé à tout moment, sans bien évidemment générer d'heures supplémentaires, pour venir pallier à des difficultés on peut comprendre dans les EHPAD d'effectifs, de moyens, mais qui ne peuvent pas se résoudre via une annualisation qui serait partiellement appliquée. J'exagère, mais c'est un peu être corvéable à merci. C'est souvent le sentiment qu'ont les collègues, notamment dans les EHPAD. Est-ce que, par rapport à tout ce que vous dites, en espérant que justement chaque collectivité ne joue pas sur ce côté corvéable à merci, qui est quand même des collectivités qui sont un peu plus rigides que d'autres, on espère, l'impact de l'annualisation sur les congés, parce que vous dites, il y a des périodes fortes, il y a des périodes basses. Tu parlais des ATSEM tout à l'heure qui sont donc est-ce qu'elles sont considérées en vacances pendant l'été ou justement par rapport à ces organisations-là, leurs congés sont impactés par rapport à des collègues qui ne sont pas dans l'annualisation du temps de travail en termes de congés? Sur le droit à congé, quantitativement, non. Ensuite, la façon dont sont gérées les périodes de congé diffèrent bien évidemment, j'ai envie de dire, du gros des autres collègues qui ont bien souvent beaucoup plus de liberté dans la pose de congé, ce qui est probablement, en tout cas bien souvent dans les exemples que nous on connaît des collègues qui sont annualisés. Donc il y a un impact aussi, ce que disait Mathieu, sur aussi le lien entre droit à congé et arrêt maladie, puisque ça dépend beaucoup de la période durant laquelle le collègue est arrêté. Est-ce qu'il est arrêté sur une période dite de travail? Est-ce qu'il est sur une période dite de congé? Est-ce qu'il est sur une période dite de repos compensateur? Donc, bien évidemment, toutes ces règles-là sont beaucoup plus floues pour les collègues qui sont sur des cycles annualisés que pour ceux qui sont sur des rythmes plus classiques. On pourrait aussi ajouter, en parlant de congé, que l'annualisation, c'est pas parce qu'un agent est annualisé qu'il n'a pas droit aux jours de fractionnement. Parce que là, c'est aussi difficile à pouvoir contrôler justement ces jours. Donc, si on n'est pas au courant de ces droits concernant l'existence de ces jours de fractionnement, on peut vite passer à côté. Quand on prend ces congés, un certain nombre de congés, à partir jusqu'à entre 5 et 8 jours de congés, sur la période du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre, ça ouvre droit à des jours de fractionnement. Or, quand on est annualisé, c'est beaucoup plus compliqué à pouvoir les prendre, puisque d'ores et déjà, il y a quasiment des jours imposés de congés. Voilà, quand l'école elle ferme, au mois d'août, déjà, c'est pas des jours de congés qu'on pourra prendre pendant les périodes qui ouvrent droit à ces jours de fractionnement. Et dans les établissements comme les EHPAD aussi, c'est aussi compliqué parce que l'été, par rapport à des soucis d'effectifs, on prend pas non plus ces congés quand on veut. Des fois, on fait de l'auto-remplacement, on a peut-être posé des congés, on nous rappelle, comme tu disais Mathieu tout à l'heure, on nous rappelle. Donc, comme on ne veut pas culpabiliser, on revient régulièrement sur des jours de congés, même si c'est pas une obligation. Et du coup, ça veut dire que les agents, au final, ne savent plus quels jours ils vont avoir de congés sur l'année et pouvoir définir quand ils pourront prendre ces jours de fractionnement. Donc, ça a un impact. Auquel certaines années vont venir s'ajouter, Greg en parlait tout à l'heure, des pertes
vis-à-vis de ceux qui ne sont pas annualisés, notamment sur la gestion des jours fériés. Donc c'est vrai que tout mis bout à bout, il y a quand même un impact assez important sur le droit à congé quand on parle d'annualisation. Pour en revenir sur ces 8 jours, ces fameux 8 jours fériés, ce forfait, Force ouvrière revendique, conseille à tous ces représentants du personnel de négocier dans les collectivités une sorte de sécurisation en demandant à la collectivité, à l'administration, donc de prendre une délibération qui prévoirait de mettre sur le même pied d'égalité les agents annualisés et les agents non annualisés sur les congés au réel de l'année qui est en cours. Ça peut se sécuriser sous forme de délibération, mais c'est de la négociation. Ce qu'on pourrait peut-être essayer d'ajouter quand on part du principe que l'annualisation aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, c'est très bien lorsqu'il s'agit de pouvoir lisser les rémunérations des collègues, ça c'est très bien, mais lorsque on prend aussi en considération tout ce qu'on vient de dire et qu'on fait le constat que ça met quand même beaucoup de contraintes, c'est un argument pour négocier aussi une réduction du temps de travail au titre de l'article 2. C'est quoi l'article 2 ? L'article 2, c'est donc l'article, donc la référence s'affichera peut-être sur l'article 2 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, voilà, qui dit qu'en reconnaissance de sujétion de contraintes particulières de l'exercice de certaines missions, une collectivité, un établissement peut venir par délibération réduire le temps de travail d'un agent, ce qu'on appelle souvent la reconnaissance de la pénibilité, alors qu'il peut être pénibilité physique ou tout un tas d'autres pénibilités, mais je crois savoir qu'un épisode de Terry Talk Show, il sera dédié. Mais voilà, ce que disait Greg est tout à fait juste. Ça, l'annualisation, pour le coup, même quand elle est bien faite, peut faire poser un certain nombre de contraintes particulières pour les agents qui y sont soumis. Et donc, ça peut aussi être une porte d'entrée pour essayer de discuter une diminution du temps de travail, proportionnelle, en tout cas dans notre esprit à nous, proportionnelle aux contraintes que peut faire peser l'annualisation sur les missions des collègues. Vous parliez tout à l'heure que ça pouvait aussi dépendre de la saisonnalité. Moi, j'ai en tête, dans certaines collectivités, mais c'est un peu partout pareil, les vagues de chaleur, les pics climatiques qui sont de plus en plus forts à certains moments, qui arrivent de plus en plus tôt dans l'année, et donc on réfléchit un peu à certains moments comment on peut faire travailler ces agents en pleine canicule, etc. Est-ce que justement l'annualisation pourrait aussi se repenser en termes de pic d'activité, baisse d'activité, pas tous les mois parce que tu l'as dit, c'était à l'année que ça se pensait, mais ça peut évoluer aussi justement en fonction de cette saisonnalité. Je suis pas super favorable, parce qu'autrement on a expliqué aussi là tout à l'heure l'annualisation, donc les contraintes qu'elles amènent. Et si on commence à partir à diversifier sur d'autres métiers qui en auraient pas besoin, à mon sens, il me semble que ce serait pas favorable aux agents pour pallier au pic de chaleur, météorologique. On peut modifier les cycles de travail, mais pas passer sur l'annualisation. Enfin, à mon sens, ce serait pas favorable aux agents. Disons par rapport à ce que dit Greg, aujourd'hui, les collectivités, quand elles le font, essaient de répondre à cette question de plus en plus fréquente des pics de chaleur au moment où on a connaissance du fait qu'un pic de chaleur va arriver. C'est pas tout à fait ce que prévoit l'annualisation, puisque c'est bien en amont, tout s'organise a priori. Et le pic de chaleur, par rapport à ce que disait Grégory, on a des dispositifs qui permettent, quand les collectivités les appliquent, de venir soit réduire le temps de travail, soit le décaler, pour que les collègues n'y soient pas soumis. N'en demeure pas moins que la mission existe et reste. Donc ça sous-entendrait aussi que certaines missions soient moins exercées, moins remplies par les collègues durant ces périodes d'été, puisque c'est à ce moment-là que se trouvent les pics de chaleur. Donc, pas sûr que la collectivité s'y retrouve en termes d'exercice des missions de service public. Et je suis assez d'accord avec Grégory, pas sûr qu'on trouve des leviers qui soient également favorables au personnel. Et donc, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit une réponse adéquate, à moins de la penser vraiment et de réfléchir à tout ce qu'elle pourrait avoir comme conséquence. Mais c'est vrai que voilà, sur un sujet qui est déjà assez peu réglementé et assez peu clair,
semble compliqué de pouvoir aujourd'hui répondre à ces pics de chaleur par une annualisation. Mathieu, Grégory, Nicolas, est-ce que vous auriez un dernier mot un petit peu pour ceux qui nous regardent avant qu'on arrive déjà à la fin de cet épisode? Juste une précision, c'est que pour qu'une collectivité ou un établissement puisse mettre en place une annualisation, il faut une délibération. Il faut une délibération qui encadre très clairement les règles qui vont régir cette annualisation-là, qui ne peut pas exister sans délibération. Donc peut-être juste alerter les collègues sur cette question-là. S'il est question dans leur collectivité d'annualisation ou si des annualisations sont mises en place sans qu'il y ait de délibération pour venir encadrer ces modalités, tout simplement de ne pas hésiter à contacter leurs responsables locaux force ouvrière pour que des délibérations puissent être prises et puissent sécuriser cette organisation de leur travail. L'importance du dialogue social. Exactement. Une dernière chose, également sur les congés, pour revenir sur une chose, c'est que les congés ne sont pas fractionnables en heures. On a vu dans le cadre d'annualisation où, comme le collègue il faisait 10 heures dans la journée, la collectivité transformait, mettons 25 jours de congé annuel en heures et retirait 10 heures de congé annuel lorsqu'un agent posait un jour sur une journée de 10 heures. Donc ça, c'est interdit aussi. On ne peut pas le faire. Voilà, donc être vigilant là-dessus. C'est pareil, lorsqu'un collègue annualisé est arrêté pour maladie, par exemple, et qu'il avait posé des congés, ces congés sont reportables. Pas que la collectivité vienne dire tu avais posé une journée de congé, tu devais faire 10 heures sur cette journée-là, finalement tu es malade, donc ton temps de travail légal c'est 7 heures, tu nous devras 3 heures. Non, on reporte les congés et l'agent ne doit rien. Là, pour le coup, ça ne nécessite aucune délibération. Mais il faut être vigilant, au-delà de la délibération dont parlait Nico sur la mise en place en tant que telle de l'annualisation, sur la problématique qu'on a soulevée un peu plus tôt des arrêts maladie, il faut être vigilant sur les délibérations qui prennent, ou alors qui peuvent être intégrées dans la délibération globale sur l'annualisation. Là, il faut être très vigilant parce que, et quand le temps de travail est supérieur à 7 heures, les agents peuvent devoir des heures, mais ils peuvent aussi en devoir même quand le temps de travail est inférieur. Donc là, faut regarder. Question un petit peu bête, mais vous parlez pas mal de délibérations. Elles sont en libre accès, ces délibérations, tout le monde peut les consulter. D'abord, avant qu'il y ait une délibération, de toute manière, ça doit passer au préalable en CST. Donc, normalement, les représentants du personnel ont le compte-rendu du CST, ils y assistent, en plus. Donc, oui, après la délibération, on peut toujours la redemander, sont publiques dans son service, et en plus, elles sont publiques. Nous arrivons au terme de ce Tahi Talk Show consacré à l'annualisation du temps de travail. J'espère que ces échanges vous ont permis d'y voir plus clair. Si vous avez des questions et que vous souhaitez des précisions, vous trouverez en description un lien vers nos structures sur tout le territoire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur notre chaîne YouTube pour un nouvel épisode du Tahi Talk Show. D'ici là, continuez à nous suivre, abonnez-vous, partagez et likez, et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Salut Mario. Au revoir. Salut.